voir s'il y a des gens qui arrivent, puis après on va commencer. Comme j'ai dit la dernière fois, je vais traiter l'exercice 4. Et si vous avez des petites questions, on pourra y répondre. Bien, donc on va commencer par faire l'exercice 4. Il y en a qui ont déjà commencé cet exercice, il y en a qui l'ont fini, il y en a qui ne l'ont pas encore fait. Donc je vais le faire petit à petit, et puis après, pour le groupe de demain, par exemple, d'aujourd'hui, ils l'auront 2 fois. Bien, alors l'exercice 4, si vous avez la série devant vous, qu'est-ce qu'il y a? On va prendre une solution, on va la préparer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dissoudre une masse, 1,725 grammes d'un sel, des nitrite de sodium, NaNO2, dans l'eau, dans 1 litre d'eau. On appellera cette solution A. Calculer le pH de la solution A et les concentrations de toutes les espèces en solution, ainsi que le coefficient de dissociation de alpha A. Dissociation de qui? On verra. Alors, je ne l'ai pas écrit ici, mais lorsque vous avez un sel comme ça, NaNO2, solide, rappelez-vous ce qu'on avait fait dans le cours, quand vous avez une solution de sel, un sel comme celui-là, je le mettrai dans l'eau, c'est un solide, ça va donner Na+, plus NO2-. D'accord? Na+, vous le savez, c'est un ion spectateur, il ne participe pas aux réactions acido-basiques, mais NO2-, c'est une base. Pour avoir une indication, vous voyez, en bas, on vous a donné Ka, HNO2, NO2-. Donc, le fait d'écrire comme ça voudrait dire que NO2- est une base d'un couple faible. Donc, lorsque je vais dissoudre NaNO2 dans 1 litre d'eau, je vais préparer une solution qui contient Na+, et NO2-. Donc, globalement, c'est une solution basique faible. Solution basique faible. Et donc, vous savez qu'une solution basique faible, on l'a fait dans le cours, le pH, c'est 7 plus 1 pKa plus log de la concentration. D'accord? Bien sûr, j'applique cette relation si
À la fin, je vérifie que les deux approximations sont valables, sont justifiées. Et donc, je vais l'appliquer directement. Alors, ce qui me manque ici, c'est la concentration. On vous a donné la masse du sel qu'on a dissous. Donc, la concentration, c'est la masse divisée par la masse molaire de NaNO2, divisée par le volume pour avoir la concentration. Si vous faites un calcul, vous trouverez que la concentration, c'est 2,5 10 moins 2. Et donc, si vous appliquez pH égale 16 plus 1 demi pKa plus log de C, ça ferait 16 plus 1 demi pKa, c'est moins log de Ka. D'accord? Je vais mettre mon pointeur laser. pKa, c'est moins log de Ka. Vous trouvez que c'est 3,2. Donc, si vous faites le calcul, vous trouvez un pH égale 7,8. Et donc, premier réflexe, le pH est supérieur à 7,5. Donc, la première approximation est justifiée. Et aussi, si vous faites KE sur KB sur C, KB sur C, qui est égal à KE sur Ka fois C, il faut que ce soit inférieur à 0,01 pour vérifier la deuxième approximation. Je ne l'ai pas faite, mais vous pouvez le faire directement. KE sur Ka fois C, et vous voyez, KE c'est 10 moins 14, Ka c'est 3 10 moins 4, C c'est 2 5 10 moins 2, donc vous voyez que c'est une valeur inférieure à 0,01. Après, on me demande de calculer les concentrations de toutes les espèces. Donc, vous devez être capable de retrouver toutes les relations entre les espèces qui sont présentes en solution. Le premier réflexe, vous venez de calculer le pH, 7,8. Donc, le pH est directement lié à la concentration de H3O+. D'accord? Et donc, H3O+, c'est 10 à la puissance moins pH. Et donc, vous faites directement, vous trouvez 1,59 10 moins 8. M. Deuxième réflexe, qui sera facile à faire, vous savez que le KE, c'est H3O+ fois OH-. Et donc, OH-, c'est KE sur H3O+. Vous remplacez H3O+ par sa valeur. KE, c'est 10-14 à 25 degrés. Et vous trouvez que OH- est égal à 6,3 10-7. NO2-. NO2-, regardez, on vient de dire que la deuxième approximation est justifiée, est valable. Que veut dire la deuxième approximation? Il dit que la base est faiblement dissociée. S'il est faiblement dissocié, ça veut dire qu'il va garder sa concentration initiale. Et donc, NO2-, ça va être à peu près égal à la concentration initiale qu'on avait mise, 2,5 10-2. Et HNO2, vous pouvez le déduire de deux façons. D'accord? Vous devez vous rappeler que dans le cas d'une base faible, la concentration de l'acide est égale à celle de OH-. Et dans le cas d'un acide faible, si on le fait, la concentration de la base, c'est égal à OH-. Et donc, on peut dire ça, mais on peut calculer aussi HNO2 en appliquant l'expression du Ka. Vous savez que le Ka, c'est la base fois H3O+ sur l'acide. La base, c'est NO2-, on vient de calculer sa concentration. H3O+, on vient de calculer sa concentration, divisé par donc H3O+ fois NO2- divisé par NO2. Donc, je peux déduire HNO2 par cette relation, on trouvera 6,3 10-7. Et donc, vous voyez que la concentration de HNO2 formée par rapport aux concentrations de NO2- initiales, vous voyez que c'est négligeable, 6,3 10-7. Et NO2-, c'est 2,5 10-2. Donc, la deuxième approximation, on le voit encore ici. Vous voyez le rapport entre HNO2 et NO2-, c'est pratiquement 10 à la puissance moins 5. C'est très, très faible. Donc, ça vérifie encore les approximations. Après, on vous dit calculer alpha. Alpha de HNO2. Alpha, c'est le nombre de moles de NO2- dissocié sur le nombre de moles de NO2- initial. Le nombre de moles de NO2- dissocié, c'est égal au nombre de moles de HNO2 formé, puisque la dissociation de NO2- donnerait HNO2. Et donc, dans l'expression de alpha, le nombre de NO2- dissocié est égal au nombre de HNO2 formé. C'est pour ça que j'écris ici que alpha 1, c'est la concentration de HNO2 divisée par C initial. Et donc, si vous faites le calcul, vous trouverez une valeur, pardon, vous trouverez une valeur 2,5 10-2, 10-5. Et ça aussi, c'est une indication que ma base est très, très faiblement dissociée. Son alpha, 2,5 10 à puissance moins 3%. C'est très, très faible. Et donc, ça confirme toutes les relations qu'on a utilisées. Voilà, j'ai fini avec la première question. Si vous avez des questions, vous me posez. Sinon, on pose à la deuxième. Est-ce que quelqu'un a une question à propos de ce qu'on vient de faire? C'est bon? Oui, monsieur, c'est clair.
Oui, monsieur. Ok. Bien, on passe au deuxième. La deuxième question, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, avec la solution A, il y a d'abord. Solution A, c'est solution dont le pH égale à 7,8. Il contient Na+, NO2-. J'ai oublié de calculer Na+, ici. Hein. Il manque Na+, il est égal à C. Hein? Elle contient Na+, NO2-, H3+, ou H-, HNO2 avec les concentrations que je viens de calculer. Maintenant, cette solution, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer une autre solution qu'on appellera solution B en mélangeant la solution A, qui est une solution base faible, pardon. On va prendre un volume de 50 ml et on va la mélanger avec une solution d'acide chlorhydrique. Vous savez que l'acide chlorhydrique est un acide fort. Et donc, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on va faire dans cette manipulation, dans cet essai? On va mélanger une base faible avec un acide fort dans notre couple. Et rappelez-vous ce qu'on a dit dans le cours, c'est exactement la façon pour préparer les solutions tampons. On prépare les solutions tampons de trois façons différentes. Premièrement, soit en dissolvant, en mélangeant une base faible avec un acide faible avec sa base conjuguée dès le départ. Hein? Par exemple, si je vous dis, je mélange HNO2 avec NO2- dès le départ. Là, on forme solution tampon. Ou là, si je vous dis, on va mélanger un acide faible, tel que HNO2, avec une base forte. Et la troisième façon de former une solution tampon, c'est lorsque je mélange une base faible avec un acide fort. Et là, c'est ce cas qu'on vient de faire. On va mélanger une base faible, les NO2-, la solution A, avec un acide fort, les HCl. Et donc, vous devez absolument réfléchir, penser à la formation de solution tampon. D'accord? Alors, quel est le nombre de moles de NO2- ajouté initial de la solution NO2-? C'est C1 fois V1. Avec C1, c'est ce qu'on a calculé, j'appelais ici C, 2,5 10 moins 2. Donc, le nombre de moles de NO2-, c'est C1. C'est 2,5 10 moins 2 fois 0,05, 50 ml. On trouve 0,125 10 moins 2 moles. Donc, initialement, j'ai mélangé 0,125 10 moins 2 moles de NO2. Et quel est le nombre de moles de l'acide fort HCl que j'ai mis? C'est aussi C2 fois V2. Et donc, on trouve 0,0625 10 moins 2. Donc, vous voyez qu'un acide, il est en défaut par rapport à la base. L'acide fort, le nombre de moles d'ILO, est inférieur au nombre de moles de NO2-. C'est une condition aussi pour former ce tampon. C'est une condition. Il faut que vous mélangez une base faible à un acide fort, mais qu'il faut que l'acide soit en défaut. Sinon, vous allez voir les calculs, on n'aura plus une solution tampon. Regardez, j'ai fait ici, vous ai mis le tableau de variation, la d'évolution. Les réactifs sont NO2- et H3O+. Hein, NO2-, c'est la solution A. H3O+, l'acide chlorhydrique que j'ai rajouté. Et bien sûr, l'équilibre, cette réaction, je n'ai pas mis de flèche ici, ça donne HNO2 plus H2O. Donc, à T0, j'ai 0,125 10 moins 2 moles de NO2- et 0,625 moles de H3O+. Donc, vous voyez ce qui va se passer. C'est que les moles de H3O+, vont attaquer la même quantité en NO2- pour la transformer en HNO2. C'est ça, là, ce que vous devez comprendre. Lorsque je mélange H3+ d'un acide fort avec NO2- d'une base faible, la même quantité de H3+ que j'ai rajouté va attaquer une partie de la base NO2- pour former la même quantité de HNO2. Et donc, ce que j'ai mis ici en rouge, regardez, ce qui va me rester à l'équilibre, ce que j'avais initialement NO2-, c'est 0,125 10-2, et je vais déplacer, je vais réagir 0,625 moles, yani la quantité de H3+ que j'ai rajouté. Il me resterait, si vous faites le calcul, 0,625 10-2. Et je vais former 0,625 10-2 moles. Donc, à l'instant que j'ai rajouté H3+, je vais avoir un mélange qui contient NO2- avec un certain nombre de moles et HNO2 avec un certain nombre de moles. C'est exactement la solution tampon. Alors, regardez pourquoi j'ai dit que H3+ est en défaut. Parce que si le nombre de moles de H3+ est supérieur à celui de Na2-, ce terme serait négatif. Et donc, ça n'a pas de sens. Donc, c'est pour ça la quantité de H3+ que j'ai rajoutée doit être inférieure à la quantité de la base faible au départ. Sinon, on n'aura pas solution tampon. Donc, ça, c'est une deuxième condition, mais ça se comprend tout seul. Et donc, maintenant, je sais que ce sont tampons. Je viens de calculer le nombre de moles de la base et de l'acide, les deux, hein, dans la solution. Il suffit d'appliquer la relation qui donne le pH d'une solution tampon qui est donnée par pH égale à pKa plus log de la base sur l'acide.
Le pKa, c'est le couple en question, c'est HNO2, NO2-, donc vous trouvez c'est 3,2, plus log de la base, c'est NO2-, sur l'acide, c'est HNO2. Donc 3,2 plus logarithme. La concentration de NO2-, c'est la même solution, on a le même volume total. Le volume total, c'est 50 plus 150. Et donc, la concentration de NO2-, c'est le nombre de mots de NO2- divisé par le volume, et la concentration de HNO2, c'est le nombre de mots de HNO2 divisé par le volume. Donc, vous voyez que ce rapport, dans ce cas particulier, vous trouvez que c'est 1, log de 1 c'est 0, et donc on trouve que le pH c'est 3,2. Et donc vous voyez que j'ai calculé le pH est égal à 3,2, c'est ce solution tampon que j'ai formé. Donc vous voyez que le plus dur, c'est de reconnaître que c'est une solution tampon. Si vous reconnaissez cette solution tampon, vous appréciez des petits calculs et vous appliquez l'expression de pH des solutions tampon. Après, on vous dit alpha, calculez le coefficient de dissociation, alpha. Ok, c'est pas A, c'est alpha. C'est le nombre de moles de NO2- dissocié divisé par le nombre de moles initial de NO2-. Alors, le nombre de moles de NO2- dissocié, voilà qui est en rouge. Voilà ce que j'avais initialement, voilà ce qui me reste, et voilà ce que j'ai dissous, okay, ce que j'ai transformé en HNO2. Et donc, le nombre de moles de NO2- dissous, c'est 0,0625 10-2. Et le nombre de moles initial, c'est 0,125 10-2. Si vous faites ce rapport, vous trouvez 0,5, et donc 50%. Donc, j'ai dissocié 50%. Donc, vous voyez que, regardez, tout à l'heure, j'avais une solution basique faible, tranquille. Le alpha est égal à 2,5 10-5. Vous comprenez? Lorsque j'ai laissé la base toute seule, hein, 2,5 10-5. Maintenant, lorsque j'ai rajouté un acide fort à cette solution basique faible, le alpha est passé à 50%. C'est comme si j'ai forcé la base à se dissocier. Hein, quand on a 2,5 10-5, maintenant c'est 0,5. Et donc, vous voyez que lorsque je rajoute un acide dans notre couple, je force la base à se transformer en son acide conjugué. C'est clair? Donc, je donne 2 minutes encore si vous avez des questions à poser. Est-ce qu'il y a une étape qui vous a échappé? C'est bon? Bien. Passons à la dernière question. Ce qu'on va faire, de la solution tampon, qu'on appelait la solution B, on va lui rajouter 10-4 moles de NaOH. Et NaOH est une base forte. D'accord? Le pH dès le départ, le pH c'était 3,2. Et donc je vais ajouter OH-, se forme de 10-4 moles de OH- qui provient de NaOH à cette solution. Et on vous demande de calculer le pH de la solution obtenue. Alors, une question que je vous pose, j'ai une solution, l'indice pH 3,2. Je rajoute une base OH-. Est-ce que le pH va augmenter ou va diminuer? Sans regarder les calculs. J'ai une solution. Pardon, vas-y. Augmenter. Va augmenter. Il va augmenter, ça va de soi. Donc, on rajoute OH- à une solution. Donc, la concentration de OH- augmente, puisque le produit OH- H3+ est constant. C'est comme si la concentration de H3+ va diminuer. Et si la concentration de H3+ diminue, le pH augmente. Donc, obligé qu'on trouverait un pH après l'addition de OH-, un pH supérieur à 3,2. Donc, qu'est-ce qui va se passer? OH-, c'est quoi? C'est une base très forte, OH-. Donc, il va faire quoi? Il va attaquer les H3+ qui sont présents en solution. Un OH- ne cherche que H3+. Alors, qu'est-ce que j'ai en solution? J'avais NO2- plus H3+ en équilibre avec HNO2 plus H2O. Ça, c'est un équilibre. Vous rajouterez à la main cet équilibre. D'accord? Avant d'ajouter OH-, j'avais ça dans la solution A tout à l'heure. La solution B, pardon. La solution B tout à l'heure. J'avais cet équilibre. Maintenant, lorsque je vais rajouter OH-, les OH- vont consommer les H3+. Et donc, l'équilibre, il va se trouver perturbé puisque je vais diminuer la quantité H3+. Rappelez-vous ce qu'on a fait dans les équilibres chimiques, la loi de Le Chatelier. Quand vous avez un équilibre chimique, si je consomme un des composants de cet équilibre chimique, mon équilibre se déplace dans le sens à reformer ce que j'ai consommé. Rappelez-vous, la loi de Le Chatelier des équilibres chimiques,
On avait vu l'effet de la température, l'effet de la pression, et on a vu l'effet d'un composé. Lorsqu'on rajoute ou là, on retranche un des composés des équilibres. Si on rajoute un composé, l'équilibre tend à le faire disparaître. Si on enlève un composé, l'équilibre se déploie dans le sens à le refaire réapparaître. Et donc, le fait de rajouter H3OH- à la solution B, je vais consommer H3+, et donc mon équilibre va se déplacer dans le sens indirect, dans le sens droite-gauche. On voit le sens qui va fabriquer de nouveau H3O+. Et donc, si j'ai compris ça, après, je vais faire encore un tableau. J'ai HNO2, l'équilibre, je peux l'écrire comme je veux, l'équilibre. J'ai HNO2 plus OH- donnerait NO2- plus H2O. Je l'écris comme ça pour vous faire apparaître les réactifs. C'est OH- que j'ai rajouté à la solution qui contient HNO2. Et donc, à T0, j'avais HNO2, rappelez-vous, HNO2, c'était 0,0625 10-2. Et donc, ce serait 0,0625 10-2. Et OH- inversé, c'est 10-4. Voilà. Et NO2- initial, rappelez-vous, aussi, NO2- initial, c'est 0,625 10-2. Donc, je le mets ici. Donc, à T0, j'avais HNO2 et NO2- de la solution B, et j'ai rajouté 10-4- de OH-. D'accord? Et donc, je sais dans quel sens mon équilibre va se déplacer. Je sais que c'est dans le sens qui transforme HNO2 en NO2-, d'après la loi de Châtelier. Donc, il va se transformer dans ce sens. Donc, qu'est-ce qui va se passer? HNO2 va être attaqué par 10-4- de OH-. Donc, on va consommer 10-4- de HNO2 qu'on va transformer en NO2-. Il y a de la quantité. Si j'ajoute ici X, maintenant OH-, j'avais X, je vais consommer X mol de HNO2, je vais former X mol de NO2-. C'est comme ça la loi. Vous rajoutez X mol de OH-, vous consommez X mol de HNO2 pour former X mol de NO2-. Et donc, je vais avoir à T équilibre le nombre de moles de HNO2 qui va rester, c'est ce que j'avais initialement, moins 10-4, ce qui va faire 5,24 10-4. Et ce que je vais avoir en NO2- à l'équilibre, c'est ce que j'avais au départ, 0,0625 10-2, plus 10-4. Ça fait 7,25 10-4. Donc j'ai toujours une solution tampon, puisque j'ai toujours un mélange de HNO2 de NO2-. J'ai toujours à la fin un mélange de mon acide et de sa base conjuguée. Et donc c'est toujours une solution tampon. Et donc on aura le pH, c'est pKa plus log de la base sur l'acide. Et je vais remplacer encore une fois. pH est à 3,2 plus log de la base, c'est 7,25 10-4 divisé par le volume total. Et l'acide, c'est 5,24 divisé par le volume total. On trouve 3,34. Et donc vous voyez que après addition de 10-4 mol de OH-, le pH est devenu égal à 3,34, donc il est supérieur à 3,2 que j'avais tout à l'heure, ce qu'on avait dit au départ. Et donc vous voyez que le delta pH, la variation de pH avant et après addition de OH-, ce sera delta pH. Finalement, j'ai 3,34 et initialement, j'avais 3,2. Donc vous avez une variation de 0,14. Et donc le pH n'a varié que de 0,14 unités lorsque j'ai rajouté une base forte, 10-4 mol de NOH, de OH-. Donc vous voyez, ça c'est une des qualités, des propriétés de solutions tampons. C'est que ce sont des solutions qui essaient de garder le pH constant, même si je rajoute une base forte, ou là un acide fort, ou là par dilution. Voilà ce que j'ai à vous dire à propos de l'exercice 4. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Oui, monsieur. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc j'aurai fini la série, l'exercice 4. Vos professeurs de TD, donc ils m'ont promis qu'ils vont vous faire le 1, le 2, le 3. Comme ça, l'examen, vous serez tous au même niveau pour passer l'examen qui est prévu après les vacances, Inch'Allah. Quand j'ouvre encore donc, la discussion, si vous avez des questions pointues sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Le chapitre 1 et le chapitre 2. Est-ce que quelqu'un a une question? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une question par Teams qui m'a dit, je vais lire ce qu'il m'a dit. Déjà, j'avais du mal à comprendre ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce qu'il avait dit? Attendez. Tac. Il m'a dit, bonsoir monsieur. S'il vous plaît, quel est l'intérêt des ions en solution?
On ne cherche pas l'intérêt des solutions. On cherche à étudier les ions en solution, à étudier leur comportement. Et en étudiant leur comportement, dans ce cas particulier, on veut juste calculer leur pH et comprendre ce qui se passe. Vous êtes en première année, vous devez au moins savoir, lorsque vous préparez une solution, qu'est-ce que vous avez dans cette solution. Vous êtes en train d'identifier, les espèces qui sont présentes et vous voyez leur caractère, leur comportement. Est-ce que ce sont des ions neutres, acides, basiques, oxydants, réducteurs, ce qu'on va voir par la suite. Et c'est après qu'on vous demandera de donner une grandeur, une mal pH, le potentiel, ou autre chose. Donc, il n'y a pas d'intérêt actuellement. L'intérêt sera plus tard. Mais aujourd'hui, on est juste en train de voir, de comprendre les choses. C'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, Oui. monsieur, s'il vous plaît, lorsqu'on est sûr que un acide est faible ou bien une base est faible, on applique directement la deuxième approximation. Oui, ce que j'ai dit, quand on vous demandera de calculer le pH de n'importe quelle solution, acide fort, acide faible, base faible, vous appliquez l'expression qu'on vous a donnée dans le cours, YAC, l'expression du pH, mais vous devez vérifier les approximations à la fin, c'est tout. Et vous devez être capable aussi de trouver les concentrations de toutes les espèces. Si on vous donne la question 1. D'accord? C'est clair, monsieur. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Monsieur, Oui. est-ce qu'on a un qui va retenir les acides et les bases sans retenir le tableau qui vous donne? Pardon, j'ai pas compris. Répète. Vas-y. Est-ce qu'on a une méthode pour connaître les acides et les bases sans retenir par cœur le tableau? Non, il faut. Il y a des acides et des bases qu'on a vus et revus. Je ne vous demande pas de retenir le tableau de l'effet Maat, une trentaine d'acides bases. Mais on peut le faire. Je vous ai dit, rappelez-vous, HCl, HNO3, par exemple, sont des acides forts. NaOH, KOH et les OH sont des bases fortes. L'acide acétique, CH3COH, un autre acide qu'on a vu dans le cours, NH4+, sont des acides faibles. Donc, NH3, CH3CO- sont des bases faibles. Donc, vous voyez que c'est des choses qui sont usuelles maintenant. Vous devez être capable, là, vous reconnaissez votre iPhone ou la Samsung. Maintenant, vous devez être capable de regarder la formule de quelques acides et quelques bases. Vous devez les reconnaître, ils sont faibles ou forts. Si on vous donne un acide qu'on n'avait jamais vu, on vous donnera une indication, bien sûr. D'accord, monsieur, merci. Monsieur, Oui, monsieur, concernant les approximations, oui. lorsqu'on utilise une des relations des pH, est-ce que c'est obligatoire à la fin des calculs qu'on écrit que cette approximation est vérifiée ou bien qu'on la vérifie à la fin du calcul? Obligé. Par exemple, je te donne un chiffre faveur, je ne sais pas moi. Les approximations vous permettent d'éviter un calcul immense. Il y a tout le calcul qu'on a fait dans le cours ou la Oui. Donc, on vous donne, les approximations vous permettent de gagner du temps. Donc, si vous utilisez une expression et des approximations pour une expression, vous l'utilisez cette expression, mais la moindre des choses, c'est qu'à la fin, vous vérifiez que les approximations sont justes. Parce que s'il y a une approximation qui n'est pas valable, votre calcul est faux. Oui. Donc, obligé qu'à la fin, vous vérifiez les approximations que vous avez utilisées. Pour la deuxième approximation, on peut la vérifier par la relation qu'on a Ka divisé par la concentration doit être inférieure ou égale à 0,01. Oui. Mais la première approximation, par exemple, j'ai utilisé la relation, j'ai calculé le pH. Et à la fin, je dois la vérifier. Oui. Normalement, je dois la vérifier à partir des concentrations, ou bien je dois la vérifier au début avant de... Là, je l'ai dit, je pense, dans le cours. Je vous ai dit que la deuxième approximation, je peux la vérifier dès le départ. Non,
De la première. La première. J'y arrive. La D'accord. deuxième approximation, on peut la vérifier sans calcul pH. Dès le départ, si on a un acide faible, on fait Ka sur C. Si on a une base faible, Kb sur C, et on vérifie qu'ils sont inférieurs à 0,01. La première approximation, je ne peux pas la vérifier dès le départ, donc je vais la supposer. Pourquoi je vais la supposer? Parce qu'elle repose sur le calcul du pH. Donc je calcule le pH, et à la fin, je vérifie. Si c'est un acide, il faut que le pH soit inférieur à 6,5. Si c'est Ah une base, oui, d'accord. il faut que le pH soit supérieur à 7,5. Oui. D'accord, merci monsieur. Quelqu'un d'autre? Plus de questions? Ok. Bonnes vacances et bon courage. Et on se retrouve le jour de l'examen, Inch'Allah. D'accord? Allah yankoum. Salam Merci alaikum. monsieur. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Allah yankoum. Bye bye. واش البروف ما حبسش l'enregistrement